Alors, l'effet de réminiscence, c'est quoi? En anglais, on parle de reminiscence bump. C'est le moment où, dans votre vie d'adulte, votre identité, si vous voulez, vos succès sont cristallisés. Et qui fait que, même si vous évoluez en tant qu'adulte, 30, 40 ans après ce sommet-là, votre vision du monde, vos références culturelles sont liées à cette espèce de golden age personnel. Et chez Donald Trump, c'est absolument pas nouveau, c'est pas un scoop, ce sont la fin des années 80. Généralement, le reminiscence bump, c'est ces années juste avant vos 30 ans. Chez certaines personnes, c'est un petit peu plus tôt, d'autres, c'est un petit peu plus tard. Mais pourquoi Trump, la fin des années 80? Parce que c'est le moment de son âge d'or, de son arrivée où il s'est détaché de l'influence paternelle de Fred et où il devient peu à peu Donald Trump. Il devient Donald Trump, non seulement avec ce côté homme d'affaires, mais c'est son arrivée dans le discours politique. On a vu en 1987, on va y revenir dans quelques secondes, avec cette lettre ouverte qu'il publie à ses frais dans l'ensemble des quotidiens américains. Mais c'est aussi pour lui un âge d'or, ces années 80. Les années 80, c'est quoi aux États-Unis? C'est la guerre froide. On est toujours dans la guerre froide, avec une peur qui est la peur du nucléaire. On y reviendra comment ça a été formateur chez Trump et comment il en a toujours parlé, le fameux N-word qu'il met en avant et qu'il a utilisé comme excuse pour l'Iran. Mais c'est quelque chose qui a toujours été présent chez lui, de parler du nucléaire, parce que ce sont ces années formatrices. C'est aussi les années de l'explosion du capitalisme sauvage Wall Street, le film d'ailleurs d'Oliver Stone avec Michael Douglas, c'est exactement ça, où du coup, tout devient rapport de force. Et c'est quelque chose qu'il applique toujours en termes de diplomatie. On est dans le rapport de force. C'est également l'âge d'or du capitalisme dans le sens des signes extérieurs de richesse. C'est la naissance de la Trump Tower, c'est la fascination pour l'or. Tout ça, ce sont ces années-là. Et ce sont ces années qui vont former Donald Trump. C'est l'âge d'or de la télévision et de la presse tabloïde. Ce que fait Trump, sa communication sur X et sur Twitter avant que ça devienne sur X, sa manière de donner des surnoms, souvent on se dit c'est complètement novateur. Non. Ce qui est novateur, c'est d'avoir recyclé. Si vous allez voir les unes, quand on connaît la fascination et les relations d'amitié et de collaboration que Trump avait avec The National Enquirer, ce que fait Trump sur X, ce que fait Trump lorsqu'il se lance en politique en 2015, c'est de recycler ça. Et à l'époque, la télévision, la référence absolue, c'est la télévision. Ce sont les talk-shows. Et donc, c'est pour ça que Trump est obsédé par les talk-shows. Ce sont les ratings, donc la course à l'audience, et toute cette télé trash. On est juste avant le début de la naissance de la reality TV, qui est une espèce d'une mise en scène. C'est l'âge d'or de toutes ces émissions aux États-Unis où on se bat sur les plateaux, etc., etc. Tout ça, c'est le bagage culturel de Donald Trump. C'est ce qui va former Donald Trump. Et dans ces années-là, la fortune se mesure aussi, la fortune et la puissance autour du pétrole. C'est le pétrole qui fait qu'on définit ou pas la puissance d'un pays. Et souvent, je vous dis que ce qui est intéressant, c'est de voir que Donald Trump a multiplié les déclarations qui lui permettaient d'être élu. En général, s'il fallait être pour l'avortement, il était pour l'avortement. S'il fallait être contre l'avortement, il était contre l'avortement. Ouais, c'est juste un exemple. À travers toutes ces étiquettes démocrates, indépendants, républicains, plusieurs fois. Exactement. Par contre, il y a des certitudes qui sont liées à cette époque, qui sont liées à cet effet de réminiscence, qui n'ont jamais changé. Les tarifs, je vous en ai parlé, les frais douaniers,
mais aussi son obsession par rapport au pétrole. Et d'ailleurs, quand on revoit le document de 1987, Thomas non, la première en vue large, on s'en souvient, on vous en a parlé depuis quelques jours. Donc, c'est cette lettre qu'il publie 1 mois et demi après son retour de Moscou. C'est sa première intervention publique dans la scène politique. Donc, c'est vraiment son entrée en jeu pour les Américains. Et qui, évidemment, on vous en a parlé et elle est retenue comme cela, comme étant une remise en cause de l'OTAN, constante chez Trump, jusqu'à aujourd'hui encore, dans son interview avec ce média israélien, on n'en a pas parlé, mais il s'est encore attaqué à l'OTAN. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de vous consacrer, c'est le deuxième extrait Thomas, au premier paragraphe. Vous allez regarder ce premier paragraphe, donc je vous ai fait un gros plan sur ce premier paragraphe, et vous allez voir qu'il parle dans ce premier paragraphe, si je ne me suis pas trompé, du Golfe Persique, oui, de Hormuz, du transport pétrolier, du Japon, évidemment, et de tous ces pays qui, et de l'Arabie Saoudite, de tous ces pays qui abusent des États-Unis pour leur sécurité, en disant le problème, c'est que c'est nous qui permettons ce passage quelque part de Hormuz, mais on n'est pas payé pour ça. On n'est pas payé par Hormuz. Ça devrait être un droit américain d'avoir accès, d'une certaine manière, au pétrole dans cette zone-là. Je trouve que c'est intéressant que son premier paragraphe déjà définit sa vision du monde à travers le pétrole, et qui contrôle le pétrole contrôle le pouvoir. Ça, c'est le premier point. En 1980, on va aller voir une très très vieille interview de Donald Trump. C'est une des premières interviews de Donald Trump, vous allez à peine le reconnaître, vraiment, je suis très sérieux. Vous allez le voir qu'à l'époque, c'est la même évolution que chez George W. Bush, qui, dans les interviews, lorsque j'avais écrit ce livre, Bushland, j'étais allé vérifier moi-même, parce que c'était ce qui se disait du côté des coulisses du Texas, que George W. Bush, dans la réalité, c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, qu'il avait à Austin, dans la maison du gouverneur, il avait une des plus belles bibliothèques des États-Unis, bibliothèque privée, et que quand on lui avait expliqué que politiquement, il fallait donner l'envie d'aller prendre une bière avec lui autour d'un barbecue, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que, du coup, il fallait qu'il change son vocabulaire. Et il avait limité son vocabulaire. Là, vous allez écouter Donald Trump. Alors, certains diront oui, mais c'est parce que c'est l'âge. Dans la réalité, si vous remontez dans les interviews de Trump, l'appauvrissement et la simplicité de son vocabulaire débutent à la fin des années 2000, lorsqu'il songe à une carrière présidentielle. C'est une parenthèse, parce qu'on va voir justement Donald Trump en 1980, on est en pleine crise des otages. On vous en a parlé à la fin de l'année 79, la crise des otages à Téhéran, donc les otages américains qui sont détenus par le régime de Khomeini. Et Donald Trump ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi les États-Unis ne sont pas intervenus. Et vous allez voir, plus que les otages, il va dire que si on était intervenu, on contrôlerait le pétrole iranien et que nous serions le pays le plus riche du monde. Vas-y Thomas. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. And I don't think they'd do it with other countries.
I honestly don't think they'll do it with other countries. Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, etc., and brought our boys out. I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind. I think right now would be an oil-rich nation, and I believe that we should have done it, and I'm very disappointed that we didn't do it, and I don't think anybody would have held us in abeyance. I don't think anybody would have been angry with us, and we had every right to do it at the time. I think we've lost the opportunity. Cette interview est extrêmement troublante, extrêmement intéressante, parce que hier, quand on vous a parlé de cette réunion de crise à la Maison-Blanche en 79, une des raisons qui a fait que du côté de Carter, on s'est dit on ne va pas les prendre en otage, ni l'île de Karg, ni d'autres îles, c'est la manière dont la communauté internationale, le reste du monde, allait être mécontent avec les États-Unis. À cette époque, à la fin des années 70, on pensait à ça et on ne voulait pas s'inscrire en faux dans le concert des nations. Du côté de Trump, il dit sur la fin, si on avait envoyé l'armée américaine, si on avait envahi l'Iran, personne ne nous aurait critiqué. Il parle de respect et puis il dit, si on avait envahi l'Iran, on serait devenu un pays riche en pétrole. Donc, on est dans les années formatrices de Donald Trump et sa vision, vous l'avez vu, c'est de se dire, allons prendre le pétrole iranien. En 1988, Donald Trump fait une interview dans The Guardian, cette fois-ci. Interview de Donald Trump dans The Guardian, il s'est un petit peu plus formé à la politique, il est un peu plus motivé, il commence à parler pour la première fois. La première interview que j'ai trouvée de Trump, on y reviendra, où il parle un petit peu de la présidence américaine sans en parler, c'est 1984. Donc vous voyez, c'est pas nouveau, on ne devient pas président du jour au lendemain, même si on a souvent cette impression vue de France que Trump est apparu comme ça en 2015 et est devenu président. Non, c'est un long travail pour arriver là. Chez Trump, c'est une ambition depuis très, très, très longtemps. Et donc, en 88, il fait cette très longue interview et il revient sur l'Iran en 1988. Et là, vous allez voir, il a une idée. Regardez, il a cette idée par rapport à l'Iran. Il dit, voilà ce qu'on aurait dû faire. On aurait dû envahir Karg Island. Regardez ça. On aurait dû envahir Karg Island en 88. On aurait dû y aller et prendre l'Iran. Et donc voilà, en expliquant que ça aurait été bon pour nous. Karg Island, c'est quoi? Il dit quoi à travers ça? On aurait dû prendre le pétrole iranien. Ça, c'est en 88. En 1988. Ça fait 40 ans qu'il parle de ça. Wow. Ça fait 40 ans qu'il dit aussi que les États-Unis ne se font pas respecter à travers combien de présidences. Il a dit la même chose. On ne nous respecte pas, il faut Make America... Et en fait, il est en train de dire Make America Great Again, prenez du pétrole. Prenez le pétrole iranien. Prenez le pétrole. En fait, le pétrole, c'est la manière de affirmer votre puissance et votre richesse. Et les États-Unis, dans son courrier de 87, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il dit, voilà, nous, on prend les risques de convoyer, de garantir la sécurité, etc., etc. Mais dans la réalité, c'est pas notre pétrole, c'est pas notre argent. Et vous voyez comment cette pensée s'affine en 88, où il dit, voilà, on aurait dû aller prendre Karg Island, qui est aujourd'hui le même sujet. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsqu'il y a eu Liberation Day, sur les tarifs, est-ce que vous avez une idée de combien d'experts, y compris dans l'entourage de Donald Trump, lui ont expliqué que c'était une très mauvaise idée? On vous a fait des tas d'émissions sur ça. Mais Donald Trump, sans choix. Depuis 87, il avait ce choix de se dire non, je suis persuadé que si on installe les frais douaniers, ça permettra de faire l'âge d'or aux États-Unis. Je suis persuadé. OK, les rapports d'experts de droite, de gauche, etc., ils se trompent. Moi, tout seul, j'ai la réalité. Et donc, quand aujourd'hui, on entend parler de Karg Island et du contrôle du pétrole et qu'on voit qu'en 87, au début des années 80, en 87 et en 88, c'était une obsession chez Trump,
ça devient très, très intéressant. Et ça devient encore plus intéressant parce que tu nous parlais justement, Thomas, de son côté Make America Great Again. J'ai un livre à vous mettre en avant. Un livre, alors souvent on parle de The Art of the Deal, c'est peut-être le moins... De quoi ? Il a mis son nom sur combien de livres, Trump ? Beaucoup. On a vu le livre qu'il a offert à Epstein. C'est un autre. On a vu le livre la dernière fois où il pensait, regardez cette vidéo si vous n'avez pas sur notre YouTube, où il annonçait, et c'était pas vrai, qu'en fait, il était le seul à savoir que Ben Laden allait faire le 11 septembre. C'est vrai. Et donc, non, là c'est un autre. C'est un autre. On va le voir tout de suite. C'est Time to Get Tough. Et regardez à l'époque, c'est quoi ? Wow. Ah non, attends. En fait, c'est moi qui me suis trompé. C'est pas la couverture. Non, c'est la couverture originale. Oui, c'est la couverture originale. C'est la première édition parce qu'il y a eu plusieurs éditions dans ce livre qui est publié au début des années 2000. Donc, c'est Time to Get Off. Et donc, on voit Making America Number One Again. C'est une sorte de programme électoral. Vous voyez qu'il y a déjà presque le Make America Great Again. Presque. Il y a presque ça. Il y a déjà la tête méchante et il y a presque le Make America Great Again. On n'a pas encore trouvé le branding, mais on s'approche. Non, et justement, on n'a tellement pas trouvé le branding qu'on va l'éditer une deuxième fois. Donc là, c'est quand il lance sa campagne. Et là, c'est une grosse erreur, c'est que c'est Time to Get Off. Donc, c'est le moment de devenir dur. On est en plein dans Trump. Là, pour le coup, on a trouvé le slogan. C'est Make America Great Again, parce que ce livre-là, c'est le premier livre qui est publié lorsque Trump rentre en campagne en 2015, qui est republié. Mais par contre, la photo ne fonctionne pas. C'est pas top, ça. Ouais. C'est pas du tout dans le premier, c'était vraiment ce côté-là. Voilà, je fais. Exactement. Et quand on pense que ça, c'était les copies vendu comme étant autographié par Donald Trump, c'est la première fois que je vois cette signature. C'est pas lui, ça. Écoute, c'est certifié comme étant une vraie signature. Mais bon, résultat, nouvelle édition du livre. Non. Là, on a tout compris. Regardez, c'est la photo obligatoire et évidemment avec le sous-titre Make America Great Again. Et on vous explique que c'est le livre qu'a lancé le mouvement, MAGA. Pourquoi je vous parle... Pardon ? Super intéressant cette progression. Ouais. Pourquoi je vous parle de ce livre-là ? Parce que ce livre-là a tout un chapitre. À l'époque, on ne parle plus de l'Iran, donc évidemment, Trump s'adapte à tout un chapitre sur l'Irak. Et qu'est-ce que dit Donald Trump sur l'Irak ? Il dit... l'erreur de George Bush, c'est de ne pas avoir récupéré le pétrole. Moi, si je deviens président, je veux qu'on aille récupérer le pétrole irakien. Et on va le voir, lorsqu'il lance sa campagne, imaginez le thème, c'est de dire, il fait des discours en expliquant, on va aller, avec moi président, on va aller récupérer le pétrole irakien, la guerre est terminée, pour se rembourser des frais qu'on a eus. Regardez, c'est son plan. Nous sommes, il y a un peu plus de 9 ans, pour dire, c'est pas le voler, le pétrole irakien, c'est aller le récupérer pour se rembourser, parce que c'est la même logique, d'ailleurs, cette idée de se dire, c'était à nous. Et quand on sait que l'île de Karg, on a vu quoi hier dans notre émission, c'est que Karg a été construite par une compagnie américaine. Ouais. C'est la même logique de Trump en Iran. On ne va pas voler le pétrole irakien, en Irak. On ne va pas voler le pétrole irakien, on va juste se rembourser. C'est la même logique que Trump, on va le voir pour le Venezuela, dans son Truth Social avant les frappes de Venezuela, en disant « Regardez, on va aller récupérer ce qui est à nous. » C'est la même logique. Et donc, on est assez proche de cette logique-là de Trump aujourd'hui lorsqu'on voit le pétrole iranien. Et quand je vous dis que le véritable objectif, c'est Hormuz,
Je pense qu'avant Karg, ce qui intéresse Donald Trump, c'est le contrôle de Hormuz. Mais avant d'y revenir, on va revoir une autre vidéo de Trump en 1987. 1987, écoutez-le. But does Donald Trump want to be president? I'm not here today because I'm running for the presidency. I'm here because I'm personally tired of seeing this great country of ours being ripped off. But as far as Trump is concerned, our allies are only part of the problem. The real culprit is Iran. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in a war? Let them have Iran. You take their oil. That's what How? How? I mean, do we want a war? What do you mean go we in, take their oil? You go in. You're How gonna have do a we war, go Barbara. in? You're going to have a war by being weak. Okay, how do we go in? What do we do? Excuse me. Yeah. You're going to have a war, and it's going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran attacks this country, go in and grab one of their big oil installations, and I mean grab it and keep it, and get back your losses, because this country has lost plenty because of Iran. Wow. Cette vidéo est complètement folle. Trump, 1987. Il explique quoi? Il dit non, on n'a pas besoin d'aller en Iran. On récupère le contrôle des côtes. C'est exactement le plan qui est actuel, en disant on récupère le contrôle des côtes, hein, et puis on va récupérer leur plus grand centre pétrolier. Évidemment, c'est quoi? C'est Kharg Island. Et il dit, ben voilà, la prochaine fois que l'Iran est en guerre, c'est ce qu'on fait. Hein, les Russes ne diront rien, le reste du monde ne dira rien. On va prendre le contrôle du pétrole iranien pour se rembourser. La carte d'entrée, c'est toujours pour se rembourser. Parce que, C'est évidemment, l'excuse pour valider. Donald Trump ne veut pas dire c'est parce qu'on veut s'enrichir sur le pétrole d'un autre pays. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire dans la réalité. Ouais, c'est complètement stupéfiant. C'est 1987. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et Donald Trump ne s'en cache pas. Il a toujours dit qu'il aimait le pétrole. Hein, c'est tout au long de sa campagne. Regardez cet extrait. But does Donald Trump want to be president? I'm not here today because I'm running for the presidency. I'm Tremendous victory the other day in getting the #1 terrorist in the world. Donc c'est le premier mandat de Trump. Le sujet, j'ai fait exprès de ne pas vous le dire d'abord, c'est la Syrie. Donc oui, on vient d'entendre Trump qui explique qu'il faut garder le pétrole iranien, qu'il faut garder le pétrole vénézuélien, qu'il faut garder le pétrole irakien. Et là, c'était en 2019 son obsession. On va le voir, on a une séquence au sein du bureau ovale, c'est de garder le pétrole syrien en expliquant que I like oil. J'aime le pétrole. J'aime le pétrole. Vas-y, Thomas. As you know, we've pulled back our troops quite a while ago because I think it's time for us not to be worried about other people's borders. I want to worry about our borders. We got plenty of borders to worry about. I want to thank the President for the job they've done. Again, this has been thousands of years in the process between borders between these countries and other countries that we're involved with 7,000 miles away. So we want to worry about our things. We're keeping the oil. We have the oil. The oil is secure. We left troops behind only for the oil. And I have to just finish by saying that the President and I we've been very good friends. We've been friends for a long time, almost from day one. And we understand each other's country. We understand where we're coming from. I understand the problems that they've had, including many people from Turkey being killed in the area that we're talking about. And he has to do something about that also. It's not a one-way street. So I just want to say it's a great honor to have you both, and thank you very much. En fait, cette vidéo, ça doit être un faux. Il n'y a pas d'or au mur et il y a Melania Trump dans le bureau ovale. Non, c'est Trump. En 2019, il accueille Erdogan, le leader turc, à la Maison-Blanche et il explique qu'il veut garder le contrôle du pétrole en Syrie. Évidemment,
évidemment, tout ça, il faut revenir sur le Venezuela. Il faut revenir sur le Venezuela parce que qu'est-ce qui motive Trump? C'est le pétrole au Venezuela. Cette motivation, d'ailleurs, elle ne date pas du mois de janvier dernier, où on va le voir, on va écouter ce résumé de cette conversation avec Joe Scarborough sur MSNBC, qui vient d'avoir Trump au téléphone. Et Joe Scarborough, comme souvent font les journalistes ici, c'est de donner à Trump la possibilité de faire un petit peu le ménage dans ce qu'on pense être et de dire, vous avez l'opportunité de dire que c'est pas ça. Et donc, à ce moment-là, une des rumeurs, pas une des rumeurs, mais une des analyses que l'on fait de l'intervention américaine qui se prépare ou qui s'est fait, je ne me rappelle plus à quel jour on est, au Venezuela, c'est de se dire, c'est parce que Trump veut récupérer le pétrole. Et donc, Scarborough appelle Trump en lui disant, c'est pas ça. Et Trump répond, oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Maintenant, on va contrôler le pétrole. Vas-y, Thomas. I asked him, I said, Mr. President, when you say, quote, we're going to run everything, it obviously causes deep concerns because of the disaster in Iraq. The president's response, Joe, the difference between Iraq and this is that Bush didn't keep the oil. We're going to keep the oil. And to underline his point, Trump said his comments were no longer on background and said in 2016, I said we should have kept the oil. It caused a lot of controversy. Well, we should have kept the oil, the president said, and we're going to rebuild their broken down oil facilities, and this time we're going to keep the oil. Wow. Saying the United States is entering a new era of geopolitical engagement seems to be an understatement. On entend dans la voix autour de lui c'est Mika, sa co-présentatrice, le choc de comprendre que Trump dit non, j'assume. On a fait cette erreur en 2016, on vous a montré non seulement cet argument de campagne, mais par exemple, parmi les multiples déclarations de Donald Trump, c'est de dire que le pétrole, comme d'autres choses, c'est le privilège des vainqueurs. Et de dire que, Thomas, tu peux mettre cette première citation en disant, nous, en tant que vainqueurs, ce qui reste sur place appartient aux vainqueurs. Donc, pour Jules César, quoi. Exactement. Donc, quand on gagne une guerre, ce qui reste sur le terrain appartient à ceux qui ont gagné. C'est pas ce qu'a fait Bush en 2016, c'est ce que nous, on va faire au Venezuela. Et vous allez me dire, c'est quoi la différence entre le Venezuela et l'Iran? Je ne sais pas. Et cette histoire de ce qui m'intéresse, en réalité, c'est pas le Venezuela, la situation politique, mais l'or. On va retourner en 2023. On est dans la campagne de Donald Trump et vous allez le voir. On est en plein dans cette campagne et Donald Trump explique que s'il n'avait pas été battu, il aurait pris le Venezuela pour l'or, pour le pétrole, parce que ça permettait d'avoir du pétrole à bas prix juste à côté de chez nous. Vas-y, Thomas. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. You know where the oil, their oil is garbage. It's horrible. The worst you can get, tar. It's like tar. And to refine it, you need special plants. And these people... Alors voilà, donc il explique que s'il était resté au pouvoir, la pression qu'il aurait mise sur le Venezuela aurait fait que le Venezuela s'effondre et qu'on aurait pu avoir ce pétrole à notre disposition. Il a tout annoncé. Pardon ? Il a tout annoncé. Il a tout annoncé. Il y avait une autre vidéo que j'ai oubliée, que je vois, elle n'est pas là,
au moment de la campagne, où il disait, il parlait de Robert Kennedy, de ce qu'il allait faire au sein de MAHA. Il disait, il a le droit de s'occuper de tout ça. Moi, la seule chose que je veux que l'on me laisse dans cette présidence qui arrive, c'est l'or liquide, c'est le pétrole, c'est moi qui vais m'en occuper. Et d'ailleurs, c'était la promesse qu'il avait faite aux milliardaires américains en leur demandant qu'on lui donne $1 milliard pour justement couper toutes les lois qui limiteraient le commerce du pétrole aux États-Unis. Donc regardez, c'est 2024, il y a un an, Donald Trump a demandé $1 million. Et le plus troublant, c'est quand on voit ce qu'il a proposé en échange, on va aller très rapidement dans tout ça, c'est exactement la première semaine de l'administration Donald Trump. Enlever l'aide pour les véhicules électriques, faire que tout ce qui est énergie verte soit interdite aux États-Unis, que toutes les règles, y compris celles qui étaient votées par la par la Cour suprême en termes de protection de l'environnement, protection de la santé, tout ça soit supprimé. C'était le deal qu'avait proposé Trump à l'industrie pétrolière pour être élu. Il a mis tout ce qu'il leur a promis en disant ça va se passer day one. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a même fait mal à Elon Musk sur les voitures électriques, même si Elon Musk était venu avec des énormes chèques en fin de campagne. Ouais, c'était trop tard. Le plus gros chèque, c'est ce milliard qu'il avait demandé. Et regarde, il avait promis day one. Day one. Et c'est ce qu'il a fait. Je vais vous montrer dans quelques minutes cet executive order. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? C'est que chez Donald Trump, depuis toujours, et quand je dis toujours, je parle évidemment de ces années formatrices. Je vous rappelle, cet effet de réminiscence, c'est quand le succès et l'identité d'une personne se cristallisent. Depuis toujours, Donald Trump a été obsédé par une seule chose, l'objectif pétrole. Tout ce qu'il fait depuis l'arrivée de son deuxième mandat, c'est lié à cette obsession. Il y a quelques mois, un ancien diplomate américain, c'était au mois de janvier dernier, ancien diplomate américain qui a travaillé sous Obama, il a un Substack, il a écrit un article sur son Substack qui a été repris également dans Politico, où il décrit, est-ce que c'est, celui-là, le problème avec l'obsession de Trump avec le pétrole, en disant c'est une obsession chez lui qui est contre-productive et qui, ultimement, va entraîner sa propre chute. Sa propre chute, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et cet article est extrêmement intéressant. C'est parce que, donc ça c'est le 8 janvier 2026, c'est que lorsqu'il reprend cet article dans Politico, regardez ce sous-titre. Il dit, voilà, pour Donald Trump, il veut transformer les États-Unis en la plus grande, et la seule, il dit la dernière, le plus grand État pétrolier au monde. On ne parle plus des pays du Golfe, c'est de dire, c'est les États-Unis qui vont devenir la première puissance pétrolière au monde. Parce qu'on a pris de tout le monde d'autre. Oui, on a pris de tout le monde d'autre, et parce que dans le monde de Trump, dans ce monde qui se crée dans les années 80, le pouvoir, la richesse, c'est le pétrole. Ce sont les années d'or des pétroles. On sort de la crise de 1979, et donc dans la vision de Trump, vous pouvez mesurer le pouvoir absolu et la richesse absolue uniquement si vous contrôlez l'or liquide. Et l'or liquide, c'est le pétrole. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ne ratez pas la suite.